Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés Radios, 130 radios qui sont nos partenaires aussi sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission, dans un instant le JT des territoires que je vais vous présenter, puis après la météo, c'est l'invité politique de Territoire d'Info ce matin, c'est Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, qui sera en direct sur ce plateau. Enfin, 3e partie de notre émission, c'est l'actualité politique et parlementaire, mais tout de suite, dans un instant, c'est le JT des territoires, je vous y retrouve, à tout de suite. On en parlait déjà en début de semaine dans ce journal. Attention, les premiers symptômes de la grippe sont déjà là. La grippe est à l'origine de près de 14 000 décès chaque année. Il faut donc être très vigilant. Depuis 2 ans déjà, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions test où les pharmaciens sont habilités à vous vacciner. Reportage de Charlotte Faulkner pour Télé Grenoble. Cela fait maintenant 2 ans que la région Auvergne-Rhône-Alpes peut expérimenter la promotion du vaccin contre la grippe par les pharmaciens. Le CHU de Grenoble-Alpes a ainsi développé une formation pour les étudiants en pharmacie au vu des chiffres de la couverture vaccinale en baisse depuis plusieurs années. Une des raisons pour laquelle cette couverture vaccinale diminue, c'est la difficulté d'accès, c'est-à-dire que il faut prendre rendez-vous, aller chez le médecin, avoir une ordonnance, prendre le vaccin, retourner chez le médecin pour se faire vacciner, etc. Alors que le pharmacien est très facile d'accès et donc les autorités de santé ont estimé que c'était une des solutions. Les études en pharmacie sont un cursus en 6 ans. C'est au début de la 4e année que la formation commence en e-learning sur la partie théorique. En 5e année, les élèves vont débuter la mise en pratique sur des mannequins pour ensuite réaliser les vaccins sur des membres du personnel hospitalier. Je trouve ça forcément très valorisant pour le pharmacien. C'est une nouvelle responsabilité très intéressante et c'est un peu la suite logique de notre métier. Puisque pour le patient, déjà, se faire vacciner à l'officine, c'est vraiment plus rapide, plus arrangeant. La pharmacie est très accessible. Cette formation s'applique aussi aux pharmaciens en activité sur une période bien plus courte que pour les étudiants. Une formation basée sur le volontariat qui séduit les personnels de santé au vu du pourcentage de participation. Lors de la première année, alors que le temps était très court, puisqu'on parle d'une campagne vaccinale, donc grosso modo, il faut vacciner en octobre, novembre, décembre. Il y a eu plus de 50% des pharmaciens l'an dernier d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont fait la formation, donc ont eu en plus la volonté de se former pour faire cet acte. Cette année, on serait à plus de 80%. Le but de cette formation, qu'elle soit pour les étudiants ou pour les pharmaciens en activité, est bien évidemment de pouvoir vacciner le plus de Français possible. L'année dernière, près de 100 000 personnes se sont fait vacciner contre la grippe sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, avec la crise des gilets jaunes, on en parle beaucoup en ce moment de cette taxe intérieure de consommation des produits énergétiques, la TICPE. Il s'agit là d'un terme désignant le taux du gasoil non routier, un prix qui pourrait bien exploser dans les prochains mois et ainsi fragiliser de nombreux secteurs économiques comme le BTP ou encore, plus curieusement, mais vous allez le voir, les stations de ski. Toutes les explications d'Emmanuel Jo de 8 Montblanc, notre partenaire. Les bulldozers, les engins de chantier, les camions frigorifiques et autres dameuses, tous ces équipements consomment du gasoil dit non routier. Un carburant qui bénéficie aujourd'hui d'un allègement fiscal important. Pourtant, cette époque pourrait bien être révolue rapidement si le projet de loi 1255 de l'Assemblée nationale est voté. Ça va représenter des coûts très importants multipliés par 0,5, enfin 50% d'augmentation sur ce prix du gazole non routier. Donc tout le monde sera impacté, chacun à son niveau. Des entreprises par exemple qui consommaient jusque-là 300 000 euros de gazole non routier par an vont avoir un montant de 450 000 euros sur leur budget.
Et ce qui est surtout très ennuyeux pour les travaux publics, c'est que les tarifs qu'ils ont donnés dans les marchés auxquels ils ont répondu ne tiennent pas compte de cette augmentation. Un gros coup dur pour les entreprises du BTP, au même titre que les stations de ski qui se verraient impactées de 40 centimes par litre de carburant et qui pourraient donc potentiellement remettre en cause la viabilité de certaines petites structures. Si effectivement le gouvernement ne cède pas, il est impératif qu'il y ait un étalement, un report de la mesure, au moins pour que les entreprises de travaux publics puissent adapter leur prix sur les futurs marchés. Mais par contre, l'impact restera, quoi qu'il en soit, pour les stations, les communes, les conseils départementaux. L'impact restera là. L'espoir serait effectivement que le gouvernement renonce au niveau de cette mesure. Mais voilà. L'espoir est très mince de ce côté-là. Une mesure qui concerne de nombreux professionnels, du secteur ferroviaire au secteur agricole. Après son passage à l'Assemblée nationale, le texte devrait donc être étudié dans les prochains jours en deuxième lecture au Sénat. Et toujours concernant la question écologique, les acteurs du Grand Est se mobilisent pour agir contre la pollution de l'air. Ce sont les premières assises régionales air, climat, énergie, santé qui ont rassemblé les acteurs publics et décideurs territoriaux pour partager des connaissances et mettre en œuvre des plans d'action pour réduire la pollution de l'air. Jean-François Ambroise pour Via Mirabel, une des télévisions partenaires de cette émission. C'est un bien commun, invisible, pourtant nous en respirons chaque jour 15 000 litres. L'air est au cœur des préoccupations, au centre des congrès de Nancy. Les premières assises régionales, air, climat, énergie, santé, ont regroupé services de l'État, collectivités et associations. L'objectif, partager les connaissances et mettre en œuvre des plans d'action pour réduire la pollution de l'air. Le coût de la pollution à l'échelle de la France, c'est de l'ordre de 100 milliards d'euros par an. Si avec ça on n'a pas compris qu'il y avait urgence à agir, écoutez, on n'a rien compris, donc il faut y aller, il faut retrousser ses manches et se mettre au travail. Et c'est la raison pour laquelle il faut mettre tous les acteurs autour de la table, se fixer des objectifs, partir du constat et mettre en œuvre un plan d'action. Si l'environnement est directement touché avec le réchauffement climatique, les impacts sur la santé sont aussi nombreux. Nous avons sur l'ensemble de la région Grand Est plus de 300 intoxications au monoxyde de carbone. Nous avons également plus de 160 problématiques de légionellose, de contamination bactériologique qui sont liées à l'air. Si les particules fines émises par les véhicules ou les rejets des usines font souvent la une, le premier facteur de pollution est tout autre, c'est l'habitat. L'air de notre maison peut être davantage pollué que l'air extérieur. Moisissures, CO2, composés organiques volatiles dégagés par les produits de nettoyage ou encore des parfums chimiques, les polluants sont d'origines diverses. Confinés dans un logement étanche à l'air, pas suffisamment ventilé. En fait, ça peut faire peur aux gens de dire oui, mais je ventile, donc j'envoie de la chaleur à l'extérieur, donc je perds de la chaleur que j'ai chauffée, que j'ai payée entre guillemets. Mais oui, certes, alors c'est pas des débits de ventilation énormes qu'il faut, mais il faut y penser dès la première rénovation du logement. Donc ça, c'est un outil de mesure de ce qu'on appelle le dioxyde de carbone. Le CO2, c'est tout ce que nous, êtres humains, nous dégageons via notre respiration, d'accord ? Et en fait, le CO2, c'est un très bon marqueur de mauvaise ventilation ou pas dans le logement. C'est que si jamais on a un pic au-dessus de 1000 ou 1500 parties par million, ça veut dire que la ventilation dans le logement est mauvaise. La rénovation énergétique est l'un des grands enjeux engagés par le gouvernement. Objectif, rénover 500 000 logements par an afin de réduire les consommations d'énergie et baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et maintenant, on va s'intéresser à une initiative positive des salariés qui cultivent l'esprit d'équipe grâce à un potager. L'initiative est peu banale. Dans la banlieue toulousaine, l'entreprise Midex, spécialisée dans la vente de luminaires, a installé un potager sur le parking de la société. Quotidiennement, les employés se prêtent au jeu et prennent sur leur temps de travail pour entretenir des courgettes, de la menthe ou des poivrons. La Ligue nationale contre l'obésité vient de demander à l'entreprise de modéliser leurs initiatives pour d'autres sociétés. Et pour que tout le monde puisse s'en inspirer, en quelques semaines, 150 patrons se sont déjà rapprochés de Midex à ce sujet. C'est un reportage de Kevin Michel pour Via Occitanie, notre télévision partenaire en Occitanie. Un potager sur le parking de l'entreprise. L'initiative vient du PDG de Midex, une société spécialisée dans la vente de luminaires. Amoureux de jardinage, Pierre Lassalas a souhaité partager sa passion avec ses 80 salariés en charge de l'entretien du potager. Depuis 2 ans, tous profitent de produits frais et plus seulement des 40 pieds de tomates plantés initialement. On a décidé de passer à l'étape supérieure en montant 4 serres
et en diversifiant le nombre de légumes. Donc on a demandé aux salariés quels étaient les légumes qu'ils souhaitaient avoir et on a fait notre première expérience cette année et l'année prochaine on va mettre ça sur 4 serres et pouvoir donner aux alentours de 5 € de légumes par jour aux salariés. Ces 2 magasiniers se sont prêtés au jeu. Chaque jour, ils prennent un peu sur leur temps de travail pour entretenir courgettes, menthes et autres poivrons. Coût total pour l'entreprise, 11 000 € par serre et 11 € par mois et par salarié. Pour les employés, c'est aussi le moyen d'entretenir l'esprit d'équipe sans trop de contraintes. Il n'y a pas trop de travail, l'arrosage c'est automatique. Ensuite on a mis du géotextile pour éviter les mauvaises herbes. Du coup c'est vraiment de l'entretien. C'est regarder qu'il n'y ait pas de maladies à droite à gauche, regarder quand c'est mûr, tailler, c'est tout, il n'y a que ça à faire après. Depuis peu, 2 poulaillers ont été installés. Mathias est chargé de vérifier la ponte. Donc 5 pour le moment, on devrait arriver à 10 à la fin de la journée. Chaque matin, il s'occupe de la vingtaine de poules présentes sur le site avant la collecte des œufs. Je les tamponne avec la date du jour parce que c'est un produit qu'il faut consommer en moins d'1 mois. On fait le stock de côté. Tous les vendredis soirs, le patron fait la tournée à toute la société. Un coup, c'est les commerciaux, la semaine d'après, c'est les assistants. En suivant, c'est les magasiniers. La Ligue nationale contre l'obésité a demandé à l'entreprise de modéliser potagers et poulaillers pour que d'autres sociétés puissent s'en inspirer. Direction la Bretagne maintenant pour terminer ce JT. 2 îles du Morbihan sont à l'honneur. Watt et Wedic sous les flashs des photographes à l'occasion d'un phototrek. Durant 4 jours, une 50aine de photographes amateurs venus de toute l'Europe ont découvert ces îles et ses habitants. Juliette Roger de TB Sud, d'une chaîne du groupe Le Télégramme, notre partenaire. Durant 3 jours, les clics de 54 appareils photo ont retenti sur Watt et Wedic. Les participants d'un phototrek ont exploré en long et en large les 2 îles morbihanaises. Des paysages d'exception qui ont séduit des amateurs de photographie venus de toute l'Europe. L'esprit du Paris Cap Nord et l'esprit des phototreks, c'est vraiment de mettre en valeur les territoires, de rencontrer les gens. Les gens donc, nous ouvrent leurs portes, nous font découvrir des tas de choses et qu'on ne voit pas si on ne fait que passer en tant que touriste. C'est la majorité des gens qui ont participé au phototrek repartent après tout seuls faire des séjours de même type parce qu'on ne va pas dans des hôtels, on va planter la tente en pleine nature, on est toujours dehors. Une formule de séjour courte et intense qui s'est déroulée dans des conditions climatiques idéales pour les participants. Mon but premier, c'est surtout de marcher en pleine nature, découvrir des paysages. Et bon, je fais quand même des photos puisque c'est le but du jeu de ce trek. Mais c'est profiter de ces espaces vierges, surtout à cette époque, quoi. Le challenge était intéressant puisqu'on sait qu'en hiver, en automne-hiver, il y a des belles lumières, des lumières assez rasantes. Et surtout, la population est moins importante, il y a moins de tourisme par rapport à l'été, donc c'est une vraie chance pour nous aussi d'avoir des terrains vierges et retrouver la nature à l'état brut. Si certains photographes ont fait le déplacement depuis la Belgique ou l'Ukraine, d'autres sont venus de la région Bretagne et découvraient les lieux pour la première fois. J'avais une image d'île assez plate, toute petite. C'est un microcosme avec des paysages très variés et Wedic et Watt je trouve, sont très différentes, ont chacune leur spécificité. Prix de ce phototrek, un nouveau séjour sur ces 2 îles morbihanaises. Voilà, on poursuit ce JT avec les unes des titres de la presse quotidienne régionale dans un instant. À tout de suite. Vous le disiez, on commence avec ce qu'amènent en plus les sites numériques de la presse quotidienne régionale, le nouveau cap d'Emmanuel Macron dans le Progrès de Lyon. Aujourd'hui, Saveria, bonjour. Bonjour, nous avons reçu le message des citoyens. Il nous invite à aller plus loin. Déclaration de l'Élysée hier soir, Emmanuel Macron, qui va lancer des mesures, des propositions, une méthode pour rendre la transition écologique acceptable. Ce sera mardi soir, alors que le mouvement des Gilets jaunes prend de l'ampleur, gagne du soutien dans la population et s'organise en vue de la grande mobilisation de demain. L'exécutif s'inquiète et tente de reprendre le contrôle. 8 Français sur 10 soutiennent désormais l'appel des Gilets jaunes à bloquer Paris demain. Résultat d'un sondage de Doxa pour le Figaro et France Info. Et puis il parle peu, il donne une grande interview. C'est Laurent Wauquiez et c'est à la une de La Provence, le grand quotidien du Sud-Ouest. Macron fait les poches des classes moyennes. Déclaration de Laurent Wauquiez dans cette grande interview à lire dans La Provence aujourd'hui. Gilets jaunes, environnement, Marseille. Le patron des Républicains répond sans détour. Alors que selon le Canard enchaîné, Laurent Wauquiez aurait demandé à des militants locaux des Républicains de jouer les Gilets jaunes samedi dernier quand il s'est rendu auprès des manifestants
manifestants, et bien tout simplement pour éviter d'être pris à partie par les vrais gilets jaunes. Et puis ce sont les migrants qui sont à la une de La Voix du Nord, le journal dirigé par Patrick Jankelevitch et Pierre Mauchamp, le directeur de la rédaction. Le drame des migrants se joue maintenant sur une autre mer que la mer Méditerranée, la mer du Nord, mais aussi la Manche. Les candidats au passage en Angleterre sont de plus en plus nombreux à tenter de franchir la mer du Nord. Au péril de leur vie, 18 migrants ont été secourus avant-hier. Plus de 160 ont tenté la traversée depuis le début de l'année. Et puis je sais que vous allez, Saveria, vous y précipiter juste après cette émission. C'est le Black Friday qui est à la une de Presse Océan, un des quotidiens du groupe Ouest France. Le Black Friday qui commence aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi en Europe, en France, une opération commerciale qui s'est exportée des États-Unis il y a quelques années. Certains commerçants y voient bien sûr un moyen de relancer la consommation, d'autres y voient au contraire bien sûr un symbole de la surconsommation. Les Français, tenez-vous bien, devraient dépenser 6 milliards d'euros pendant ce week-end, ce Black Friday. De son côté, eh bien, la Fédération du e-commerce estime que 1,3 milliard d'euros seront dépensés sur Internet ce week-end. On termine avec du sport à la une de Nord Éclair. On est avec vous. Jour J pour France-Croatie, la finale de la Coupe Davis, c'est ce week-end. Le stade Pierre-Mauroy qui accueille jusqu'à dimanche la dernière finale de la Coupe dans sa version historique. Exit Lucas Pouille, le numéro 1 français. Yannick Noah a encore une fois provoqué des mines écarquillées en choisissant pour défier les Croates. Lors des 2 premiers simples, c'est aujourd'hui de cette finale. Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga, ultime coup de poker donc pour Noah qui vit sa dernière sélection sur le banc en tant qu'entraîneur de la Coupe Davis. Regardez ça de près. Merci Saveria. On vous retrouve pour la 3e partie de notre émission, l'actualité parlementaire et politique. Et bien tout de suite, c'est le Club de la Presse. On retrouve Luc Laventure et Guillaume Doyen. À tout de suite. Bonjour Guillaume Doyen. Vous dirigez la rédaction de la Gazette des communes, des départements et des régions et du courrier du maire. On va parler d'ailleurs, on va faire un point avec vous sur ce qui s'est passé hier au Congrès des maires de France. C'était la clôture et vous y étiez, je vous y ai vu. Et puis Luc Laventure, bonjour. Vous dirigez Outre-mer 360, une télévision et un site consacré aux problématiques des Outre-mer, vous aimez bien dire, et pas de l'Outre-mer. En transverse. Exactement. Et on reviendra avec vous évidemment sur ce qui se passe à La Réunion. Vous en êtes un des spécialistes. On va tout de suite écouter Nicolas Hulot qui était hier soir, vous le savez, invité de France 2. Il assume tout mais regrette une crise des Gilets jaunes. Selon lui, elle était évitable. On écoute Nicolas Hulot, on en discute après. Je l'ai défendu avec beaucoup d'autres et je l'assume, mais je l'assume à partir du moment où on la met en œuvre avec une dimension et un accompagnement social digne de ce nom. Voilà. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui a manqué. Il faut le dire. Il faut le dire, c'est ce qui a manqué. Et vous le dites maintenant ou vous l'aviez dit à l'époque? Je l'ai dit à l'époque et ce n'est un secret pour personne. C'est pas un peu facile ça? Il arrive à la télévision, il a démissionné et il dit je l'avais dit moi. Exactement, ça ne sert à rien de le dire après coup quand on l'a pas fait entendre publiquement avant. C'est une posture qui est assez facile. Il y a une posture qui est plus claire et ce sont des déclarations qui ont été d'ailleurs repérées par Public Sénat, sont celles des sénateurs qui avaient alerté en 2017 sur le risque social, y compris le sénateur Le Dantec, écolo, qui avait dit « Je suis de l'écolo de service, mais attention, vous avez un risque social important dans cette affaire ». Et eux l'avaient dit publiquement, donc on peut les créditer de cela. Nicolas Hulot, peut-être l'a-t-il dit, mais peut-être que maintenant c'est une revanche sur le pouvoir, on ne sait pas trop non plus. Oui, mais ça ne cadre pas avec ce qu'il a dit hier soir. Il a dit qu'il ne voulait plus faire de politique, active en tout cas, Luc Laventure. Et il a fait que ça hier soir. Oui, mais il a dit la chose suivante, je vais m'investir beaucoup dans le social et dans la société civile. Et c'est important, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. C'est ce qu'il a fait en tant que confrère, puisque Nicolas, c'est quand même d'abord un journaliste. Et puis, c'est un témoin de notre siècle. Et ce qu'on vient d'entendre sur le fait qu'il avait déjà dit, comme je suis un ancien, si je puis dire, je reviens à une déclaration de Mitterrand qui disait la chose suivante, après moi, il n'y aura que des comptables. Et il y a une fracture dans la société qui fait qu'effectivement, les comptables ont pensé bien faire, mais la partie sociale n'a pas été prise en main. Bilan de l'opération, le président de la République se trouve en étau entre effectivement les propos de Nicolas Hulot sur la partie sociale et effectivement quelque chose qui fait qu'il faut comptabiliser les choses. Guillaume Doyen, donc Emmanuel Macron dit « Nous avons mis les moyens et nous allons continuer à mettre les moyens ». Il annonce même des nouvelles propositions dans les jours qui viennent.
On voit que cette crise, ces manifestations, rencontrent une forme d'adhésion des Français. Il y a des études ce matin qui sont sorties qui disent qu'une grande majorité de Français soutiennent les Gilets jaunes. Comment sort-on de ce type de situation ? Je pense que le mal est déjà fait et que ça marquera d'une certaine façon, marquera de son empreinte, son quinquennat, son mandat. Évidemment, il doit maintenant négocier avec cette frange de la population soutenue par les Français, comme vous l'avez dit, qui protestent de manière très virulente. Il doit lâcher du lest. Néanmoins, pour lui, lâcher du lest, ça n'est pas rien. Ça s'appelle en fait reculer par rapport à toutes les postures précédentes qu'il a prises. Ça va littéralement l'amener à faire ce qu'ont fait tous ses prédécesseurs. Au fond, c'est à négocier. Luc Laventure, là où ça se passe mal, c'est à La Réunion. On en parlait il y a un instant. Vos sites et vos télévisions consacrent évidemment énormément de reportages à ce qui s'y passe. La ministre des Outre-mer annonce sa venue à La Réunion dans quelques jours. Elle est floue sur la date. Qu'est-ce qui se passe à La Réunion ? D'abord, j'ai l'impression que les choses se passent un peu mieux. Depuis quoi ? Quelques heures alors ? Depuis quelques heures, puisque cette nuit, les violences urbaines ont baissé. Une vingtaine de barrages ce matin. Et puis le préfet qui, en ce moment où je vous parle, tient une conférence de presse. Et le dialogue, on voit des images quand même, on voit voilà, les forces de l'ordre. Il y a quelques carcasses, etc. Voilà, carcasses. De voitures. Mais le qui dialogue, brûle, on le absolument. voit. Mais le dialogue a commencé. Le préfet, conférence de presse, il annonce que le couvre-feu sera... aura lieu jusqu'à dimanche, mais il annonce également des contacts avec le monde économique et le monde politique. Et je pense que la ministre, quand elle va arriver, prendra contact, à la demande d'ailleurs des parlementaires, avec l'ensemble de la classe politique. Annick Girardin, qui est annoncée à La Réunion. Elle n'a pas donné encore de date précise. On suit, on moniteur ce qui se passe à La Réunion et vous revenez évidemment sur ce plateau nous en parler. Puis vous consacrez deux papiers sur Outre-mer 360 à cette crise des Gilets jaunes, spécifiquement dans La Réunion d'ailleurs. Il faut dire qu'à La Réunion, le tissu associatif est très fort et puis il y a une culture de politique très forte, ce qui fait qu'effectivement, les Gilets jaunes ont bien tenu pendant 7 jours. Juste très vite, parce que je voudrais passer au Congrès des maires de France, dans les autres dom-tom, c'est moins prégnant. C'est moins prégnant pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, le prix de l'essence n'est pas le même. La fameuse taxe n'est pas calculée de la même façon. Et puis, la culture politique à La Réunion est très importante, surtout au niveau du tissu associatif qui est très très forte. Merci Luc Laventure. Évidemment, vous monitorez ces situations pour nous dans les Outre-mer. On passe au Congrès des maires de France. C'était la clôture hier, vous y étiez. Le Courrier des maires consacre un papier très intéressant en disant que, au fond, la reprise des discussions entre l'AMF, c'est l'association des maires de France dirigée par François Baroin, et le gouvernement est en vue. Oui. Alors pourquoi on n'a pas eu cette forme d'impression hier quand on a écouté le Premier ministre ? Alors à la fois le Premier ministre hier et le Président de la République, il y a quand même un changement de ton de l'exécutif. Ils sont quand même beaucoup plus caressants, si vous voulez. Sur la forme, ça a changé. Ils sont prêts tout de même à ouvrir des négociations, à discuter, éventuellement à céder quelques éléments. Il a été applaudi ou c'est un effet de... Non. Alors, il a été applaudi. Quelques maires sont partis quand il est arrivé, mais c'est une poignée d'entre eux. Donc il a été applaudi, il n'a pas été sifflé, ça s'est relativement bien passé, si vous voulez. La veille, le président de la République avait un peu préparé le terrain, fait un numéro de charme aux maires, etc. Donc, si vous voulez, sur la forme, il y a quand même quelque chose qui change. Reste maintenant à parler du fond. Et le fond, quand même, on parle bel et bien de politique et d'argent aussi. Alors, lâcher aussi du lest sur les moyens financiers, c'est autre chose. On verra ce que ça donne, si vous voulez. La fameuse taxe d'habitation, il va falloir dire aux élus, oui, on la compense à l'euro près, mais pas sur 2 ans, pas sur 3 ans. Pour toujours. Et ça, ils ont toujours un peu de mal à croire que Bercy compense à l'euro près pour toujours. Ils ont quand même quelques doutes là-dessus, instruits par les expériences précédentes qu'ils ont eues. Il y a d'autres discussions qui auront lieu sur la plus technique, sur l'intercommunalité, par exemple, sur la DGF, la réforme de la dotation globale de fonctionnement, un sujet super technique. Là-dessus, l'exécutif est d'accord pour dire que plus personne n'y comprend rien. Donc, vous voyez, il y a quand même un changement d'attitude vis-à-vis des maires, et ça, c'est assez intéressant. Et j'entendais des maires dans les travaux qui disaient que c'est aussi dû à l'arrivée de Jacqueline Gouraud et de Sébastien Lecornu dans le dispositif gouvernemental chargé de les écouter, c'est ça aussi? Alors, c'est dû à ça, et c'est aussi... Ils connaissent. Oui, alors... En fait, ce changement d'attitude a démarré quand même il y a un peu plus longtemps que ça, et ça explique l'arrivée de Jacqueline Gouraud aussi aux collectivités locales.
Guillaume Doyen, donc le courrier des maires, très important. Il y a un site internet, on peut y aller, et ce papier sur la reprise des discussions entre l'AMF, l'Association des maires de France, présidée par François Baroin, et le gouvernement, qui est en vue. Le courrier des maires, dont vous dirigez aussi la rédaction, Guillaume Doyen. Petit mot sur les maires d'outre-mer. On en a vu beaucoup. Ils sont tous venus. Il reste 30 secondes. Ils ont été globalement, ils sont sur la même ligne que les autres maires. Absolument. Ils ont reproché effectivement que le contact ne soit pas assez fort entre le gouvernement et eux, mais avec une intervention de François Baroin très très forte dans cette maison, ici au Sénat, lundi. Ça s'est très très bien passé. Et pendant toute la journée, ils ont débattu des problèmes les concernant. Merci Luc Laventure. On retrouve vos articles donc sur le site internet Outre-mer 360, la crise sociale à La Réunion, avec les propos d'Emmanuel Macron, et puis également la ministre des Outre-mer qui annonce sa venue à La Réunion. De très bons papiers que je conseille à nos téléspectateurs Outre-mer 360. Merci Cyril. Que vous dirigez. Voilà. Vous restez avec nous parce qu'on va passer à la météo des territoires sur le canal 13 de la TNT. Vous savez que c'est unique, c'est la seule météo qui a aussi les territoires français d'outre-mer. Voilà, avec l'Amérique, l'océan Indien, le Pacifique et les Caraïbes, j'en ai oublié aucun. Merci Parfait. Luc Laventure. À très vite, à tout à l'heure. Cyril. Guillaume Doyen, on regarde la météo, on se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, on va passer tout de suite au Zap Monde, ce qui s'est passé à travers le monde cette nuit, avant de recevoir Marc Fesneau, qui est le ministre des Relations avec le Parlement et qui est notre invité ce matin. Il est en direct, il sera là dans un instant. Le Zap Monde, évidemment, qui est consacré tout d'abord à Theresa May, vous allez le voir, face aux députés britanniques. C'est les négociations du Brexit qui sont dans un moment crucial. On y reviendra avec André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, qui est aussi notre invité tout à l'heure. Tout de suite, le Zap Monde de TV5 Monde. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Convaincre à tout prix. Après 2 ans de négociations, Theresa May jouait son va-tout. Face aux députés britanniques, elle a exposé les grandes lignes de l'accord provisoire enfin trouvé avec Bruxelles. Il honore le vote du peuple britannique en reprenant le contrôle de nos frontières, de nos lois et de notre monnaie tout en protégeant nos emplois, notre sécurité et l'intégrité de notre précieux Royaume-Uni. 26 pages de blabla, le pire accord du monde, a rétorqué le chef de l'opposition Jeremy Corbyn. Mais pour l'heure, Theresa May veut se concentrer sur les derniers points litigieux qui demeurent avec Bruxelles. Les droits de pêche que le Royaume-Uni accordera aux Européens dans ses eaux territoriales et le sort de Gibraltar. Au siège du groupe Nissan, la réunion des 7 administrateurs a duré plus de 4 heures. 4 heures pour mettre un terme au règne de près de 20 ans de Carlos Ghosn à la tête de l'entreprise. Il y aurait eu des achats de maisons dans plusieurs pays, payés avec des moyens normalement destinés à financer des start-up. Des voyages en famille financés avec des fonds de Nissan. Le charismatique PDG aurait aussi offert un emploi fictif à sa sœur à hauteur de 100 000 francs par année. Une baguette de pain brandie comme une référence à la révolution de 2011 et au capitaine Robza, le capitaine pain. Les mêmes emblèmes et les mêmes slogans, ces Tunisiens demandent à leur gouvernement de dégager.
Je suis venu aujourd'hui pour manifester contre le chômage et la négligence de l'État vis-à-vis des jeunes. Je n'ai aucune idée d'où va notre pays. Qu'est-ce qu'il fait au juste notre gouvernement? On a faim. Des fonctionnaires en grève dans plusieurs villes du pays. Ils réclament une augmentation pour compenser l'inflation. Le dinar perd de sa valeur et la plupart accusent les institutions financières internationales d'une trop grande ingérence dans l'économie tunisienne. Voici les cuisines ambulantes de l'association World Central Kitchen. Pour Thanksgiving, les bénévoles savent faire, car dans cette région dévastée par les flammes, ils ont du pain sur la planche. Nous préparons entre 10 et 15 000 repas. Un gigantesque repas donc, car cet incendie, le plus meurtrier et dévastateur de l'histoire de la Californie, a laissé 50 000 personnes à la rue. Des milliers de déplacés sont venus ici chercher du réconfort en ce jour de Thanksgiving. Bonjour, rebonjour, c'est Territoire d'Info, deuxième partie de cette émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Et l'invité politique ce matin en direct sur ce plateau, c'est Marc Fesneau. Bonjour, merci d'être